je lance l'enregistrement de ce webinaire et je vous dis bonjour à tous. Bonjour Catherine. On est là pour parler ce soir du Lean dans les fonctions sur le Manufacturing Engineering. Alors, c'est peut-être un terme que vous ne connaissez pas très bien. Dans l'automobile, c'est fréquent qu'on l'utilise, cette terminologie. Ce serait quelque chose comme l'ingénierie de production ou de fabrication ou le bureau d'études des lignes. Les méthodes. C'est les méthodes, mais avec quand même toute la conception des lignes de fabrication derrière. Donc, oui, peut-être les méthodes. Voilà. C'est quand même très intéressant, c'est quand même très important parce que, en vrai, le Lean qu'on m'a appris, moi, c'est du Manufacturing Engineering. Ce n'est que du Manufacturing Engineering. Simplement, ce n'est pas le même Manufacturing Engineering que celui de chez nous. Mais c'est-à-dire que là où nous, on dit aux gens quoi penser, le Lean dit comment penser, mais pas quoi penser. Mais toute l'approche des CNC de l'époque, ce n'est que du Manufacturing Engineering. Simplement, c'est un Manufacturing Engineering qui prend les gens en compte et qui met les gens dans le système et non pas qui sépare les machines et les gens. Absolument. On démarre donc ce webinaire. Un petit merci à ceux qui se connectent de bien vouloir couper les caméras et les sons pour qu'on ait un maximum, parce qu'on va passer des films et pour qu'on ait un maximum de bande passante, ce serait sympa de fermer toutes les caméras. Et je démarre donc, si mon PC veut bien avancer. On démarre avec un article qui vient de sortir dans Challenge, là il est tout récent, où Toyota annonce engranger 15 milliards d'euros de bénéfices nets en 2020. Mais ce qui est intéressant dans l'article, on n'est pas là pour raconter la vie de Toyota en termes de résultats, on est surtout là pour parler de sa façon de concevoir sa fabrication et ses lignes. Et dans cet article, c'est intéressant de voir qu'il signale que le site de Toyota en France fait 40% de superficie de moins que celui de Peugeot à Trnava en Slovaquie, 25% de coûts fixes en moins. Et vous le voyez, je l'ai encadré, c'est au moins autant lié bien sûr à la conception des lignes, mais aussi à la conception du produit. Je voudrais revenir quand même sur le point des 15 milliards d'euros de bénéfices. Toute la carrière de mon père, ça a été de comparer Renault, parce que lui c'est un type de Renault de toute sa carrière, et Toyota qu'il a découvert en 75. Parce que dans les deux cas, on parle d'une petite entreprise nationale qui a une destinée globale, Renault par la finance, Toyota par le manufacturing engineering. Donc lui, ça a été sa grande découverte chez Toyota. Absolument. Et l'ingénierie et le manufacturing engineering, sachant que chez eux, c'est très, très lié. Là où, comme dit l'article, Toyota engrange 15 milliards, combien en perd Renault, là? C'est 9, non? Oui, quelque chose comme ça de mémoire. Donc, il y a quand même, enfin, je veux dire, on voit, c'est quand même... Et la différence aussi de trajectoire, elle est là. Tout le monde te raconte... Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'article te raconte que c'est des méthodes de management, oui, mais le management de quoi? Et en fait, le management de quoi? C'est le management de l'ingénierie. Ils ont juste des meilleurs ingénieurs, ils font des meilleurs produits. Et le management du manufacturing engineering, parce qu'ils arrivent à faire des meilleurs produits sur beaucoup moins d'équipements et beaucoup moins d'espace. Donc, ce qu'il faut, c'était vraiment très intéressant parce que Freddy a toujours comparé les deux boîtes depuis très longtemps et de voir à des points précis comment les choix sont faits. Les choix produits sont faits et comment les choix d'investissement sont faits. Absolument. Donc, on est vraiment au cœur de ce qui explique la différence de performance du Lean. Et d'ailleurs, c'est un peu le premier thème qu'on voulait. Vous vous souvenez, dans ces webinaires, on aborde le Lean sous forme de points de pivot, c'est-à-dire des points de changement d'avis par rapport à ce qu'on pratique habituellement. Et peut-être un des premiers points de pivot qu'on peut vous proposer, c'est qu'on ne conçoit pas chez Toyota un produit sans concevoir en même temps son process ou son procédé. En tout cas, la façon dont on va le fabriquer. On vous a mis là un petit dessin, je l'explique dans 2 secondes, il est extrait du livre The Lean 3P Advantage, hein, qui montre comment se fait le design et de produits et de lignes de fabrication de ces produits.
Et il montre la différence entre un processus classique en haut, très séquentiel, où on va déjà se dire, tiens, je vais faire le produit machin, et ne penser que sa fabrication dans un deuxième temps. Sa fabrication… C'est comme ça qu'on fait les politiques de santé. On va dire, tiens, on va vacciner ou choisir le vaccin, et après, on va mettre en place la logistique qui va permettre de la distribuer. On voit où ça mène. On est absolument là-dedans. Alors que ce que nous préconise l'approche 3P, c'est bien de créer un travail, une coordination, une collaboration dès le début entre le produit et sa fabrication. Et oui, donc, enfin, ça va quand même au-delà. C'était une des grandes bagarres de mon père. Une des découvertes de Freddy, c'est que les nouveaux modèles allaient sur des lignes déjà existantes. Oui. Pour ne pas prendre le risque de faire supporter au produit toute la construction d'une ligne. Ce qui a des impacts en ingénierie forts, parce qu'il faut qu'on conçoive la voiture pour qu'elle puisse s'assembler dans la même séquence que d'autres modèles. Et tu te souviens, au Japon, on a vu c'était encore plus spectaculaire chez Daihatsu d'ailleurs, on a vu enchaîner jusqu'à 8 différents modèles sur la même ligne, les uns après les autres. Ouais. Et tu sais, il y a cette histoire de Freddy qui raconte toujours, ça y est, j'ai compris ce que vous faites. Vous faites un modèle avec peu de travail, puis suivi d'un modèle avec beaucoup de travail, puis peu de travail, puis beaucoup de travail, pour garder dans un tact. Et les gens lui disent, oui, et les Kanban. Comment ça, les Kanban? Il dit, ben, j'ai compris, un court, un long, un court. Il dit, oui, et les Kanban. Puis il a fini de dire, quoi, les Kanban? Et ben pareil, il faut que les Kanban des options reviennent très régulièrement sur les fournisseurs pour pouvoir lisser la charge des fournisseurs. Donc, c'est un travail de manufacturing engineering. Enfin, je veux dire, le produit et le process, c'est pas juste qu'ils sont co-développés, ça tout le monde essaie de le faire, mais c'est le fait qu'un produit va déjà… Enfin, la contrainte de process sur le produit est très, très forte, parce qu'il faut qu'un produit aille sur une ligne existante. On va le regarder tout à l'heure de façon plus précise, c'est fondamental ce point-là. Et moi, j'ai vu des lignes qui sont construites, c'est-à-dire on lance un nouveau produit, on construit une nouvelle ligne. Je l'ai vu je ne sais combien de fois. Ah oui, c'est des dépenses en capital. Il faut que le succès du produit soutienne l'investissement qu'on a fait dans la ligne complète. Donc, ça veut dire qu'il faut que le volume soit à la hauteur. Oui. Moi, je me souviens d'une usine de PSA avait imposé à son fournisseur d'une usine dédiée pour faire des portières. Et ils avaient prévu un volume de 3000 heures. Je ne sais plus par quel temps, mais grosso modo, ils avaient prévu un certain volume. Et en fait, à la fin du programme, ils ont fait le volume prévu. Sauf qu'ils ont fait très peu. Le modèle a flambé, donc là, on perdait tout ce qu'on pouvait avec l'usine. Le modèle a flambé, et là, brutalement, on perdait tout ce qu'on pouvait parce qu'il fallait faire, ça cramait, il fallait faire du 3/8 sans arrêt. Et puis après, c'est retombé, on a refait très peu. Donc, en moyenne, ils ont fait ce qui avait prévu. Mais il n'y a eu que 2 semaines dans la vie du produit dans lequel l'usine a fait la production. Et ils ont matché l'objectif. Ouais. Ok, donc un point vraiment fondamental, et vous pouvez lire ce livre, c'est intéressant parce qu'il préconise en fait des événements intégrateurs où on va travailler les deux en même temps. L'autre point de pivot qui nous a paru, avant de passer à l'autre point de pivot, vous vous souvenez, on fait aussi les exercices qu'on peut se proposer de faire. Toujours dans ce livre 3P, il prend d'ailleurs comme exemple, pour illustrer ce travail fait sur le process en même temps que le produit, il prend l'exemple de la construction d'une ligne pour faire un nouveau produit de pomme au four, c'est-à-dire une pomme préemballée, il y a juste à la réchauffer, il y a du beurre, du sucre, on a enlevé le noyau, et il se pose la question, c'est vraiment intéressant. Je me souviens de ce niveau de 7 idées différentes, et je me souviens, Michael, que tu insistais là-dessus. Ils vont chercher 7 idées différentes pour chauffer la pomme, le beurre et le sucre. La différence entre un expert et un novice, il y a deux grosses différences. D'abord, le novice résout le problème qu'on lui met sous les yeux, tandis que l'expert pense aux conséquences. Donc là, on est en train de parler d'ingénieurs qui ne font pas que résoudre le problème d'ingénierie, mais ils pensent aux conséquences en manufacturing engineering. Deuxièmement, là où le novice connaît une façon de faire, l'expert en connaît plusieurs. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est que quand on regarde les problèmes qu'on a le long du process, de se forcer à aller jusqu'à cette solution.
parce que les 3 premières sont les solutions évidentes. Ou des variantes de ce qu'on connaît. Ou... Après, on triche, c'est des variantes, on met un nouveau nom, mais c'est des variantes. Et l'expérience à chaque fois qu'on le fait est vraiment très drôle. C'est qu'au bout de la 6e et la 7e, que les gens commencent à vraiment changer de paradigme. sortir et changer de paradigme et commencer à trouver des trucs différents. Ouais. Donc, c'est un très bon exercice de réfléchir de ce point de vue-là, en termes le de livre est très fonction. bien. Vraiment, je le recommande. C'est très intéressant. Il rentre là-dedans. Et c'est un exercice qu'on ne fait jamais assez. Quand on regarde un problème, on a tendance à se cantonner aux solutions qu'on connaît, en fait. Ouais. C'est rigolo, d'ailleurs, il dit réfléchissez en termes de fonction et non pas en termes d'outils et donc de solutions. C'est comme de la résolution de problèmes. Hein. Si vous êtes en train de vous dire que la pomme, il faut que je la mette au four, vous n'avez qu'une seule solution possible, c'est le four. Mais si vous vous dites la pomme, il faut que je la fasse cuire, là, vous vous posez la question des différents moyens d'y arriver. Moi, je me souviens sur tout ce qui est amener les pièces, etc. J'ai un sensei qui m'avait dit comment est-ce que la nature le ferait. Oui. Et c'est très, très intéressant comme réflexion. On se dit, bah oui, effectivement, comment est-ce que la nature le ferait? Il y a beaucoup de choses à voir dans la nature, hein, de mimétiques à trouver. Alors, deuxième aspect, deuxième point pivot fondamental, c'est que, et on l'a mis assez tôt dans la suite d'idées qu'on avait pour ce webinaire, c'est le respect des gens exige qu'on leur donne des machines qui fonctionnent. Et peut-être, j'ai pris cet extrait de Noumi, je vais le lancer, il est sans son, ne vous inquiétez pas, il est autoparlant. Je vous le commenterai au fur et à mesure, mais c'est pour montrer Noumi, je pense que vous connaissez l'histoire, c'est cette joint venture qui s'est faite dans les années 80 entre Toyota et General Motors. Et vous verrez d'ailleurs que le patron de l'usine américain est doublé d'un patron d'usine japonais. Et regardez ce qu'ils font tous les jours au fur et à mesure qu'ils découvrent les problèmes de fabrication. Donc, si vous n'entendez pas de son, c'est normal, je l'ai désactivé. Donc, ça, c'est le patron japonais qui vient saluer le patron américain. Donc, Ikebushi-san et Mr. Convis. Et ce qu'ils vont regarder tous les jours, sur la base de ce qui aura été remonté par les team leaders et notamment les animateurs japonais hein, qui animent la fabrication derrière, c'est ce qui s'est passé sur la ligne. Et tous les jours, ils vont regarder poste par poste où est-ce qu'ils ont eu des problèmes. Et Michael, je pense qu'on peut dire que le succès de Numi, c'est cette capacité à refaire toute l'usine. C'est très intéressant. Donc, on a ce cas mythique où le management japonais reprend la pire usine de General Motors et en 2 ans, on fait la meilleure usine. Sachant qu'ils ne voulaient pas au début, mais ils ont été forcés de reprendre tous les travailleurs qu'il y avait avant pour faire un deal avec le syndicat. Et c'est intéressant parce qu'on avait vraiment des gens, c'était en Californie, et des gens dans un état compliqué. Et alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur le miracle du management japonais, etc. Mais quand on regarde le truc vraiment, parce qu'on a eu la chance de voir le film raconté du point de vue du management de l'époque, et pareil, quand on parle avec Gary Convis et quand on voit ce qu'ils ont fait, c'est réparer les machines. Oui. Ce qui rendait les gens dingues, c'est que la visseuse ne marchait pas. Et alors, oui, c'est vrai, ils ont fait des tas de trucs, ils ont emmené les team leaders au Japon, ils ont fait du Kaizen, ils ont mis de London, ils ont fait tout ça, c'est très vrai. Mais ce qui est extraordinaire quand on en voit, c'est quels sont les changements qu'ils ont réellement fait dans l'usine, c'est qu'il fallait que chaque outil marche. Absolument. Et c'est intéressant parce qu'on m'a raconté la même chose sur Google, c'est que les enablers, c'est-à-dire que chez Google, apparemment, les outils marchent, sont pratiques. C'est-à-dire que les gens peuvent venir faire leur boulot. Et on n'est pas sans arrêt. J'étais en visiter une ligne pas plus tard qu'hier et on regardait des opérateurs et sur la ligne, ils étaient interrompus littéralement toutes les 2-3 minutes. Ils étaient interrompus, puis il y avait une interruption chaînement en amont et ça s'arrêtait sans arrêt. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance à juste pas pouvoir faire son boulot, quoi. Et c'est un truc qu'on n'a pas assez en tête. On cherche un miracle de management.
quand on voit le management à la japonaise, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas folichon non plus, hein, mais c'est très patient. Mais par contre, quel boulot sur reprendre toutes les installations pour que ça marche. Oui. Mais il croit énormément dans la technique. Je vais repartager. Je vois que des questions arrivent, ne vous inquiétez pas, on les prendra en fin de session. Je repense à Vex, qui est un fournisseur de rando de Toyota au Japon, qu'on a eu l'occasion de voir dans une masterclass sur le TPS live au Japon il n'y a pas longtemps. Et ce sont des gens qui font exactement la même chose. Ils ont un credo. D'abord, ils ont des produits qui changent tout le temps parce que leurs clients changent, parce que le marché change, parce qu'il y a des nouvelles alternatives à leurs produits qui arrivent. Et donc, leur credo, c'est de maîtriser totalement leur machine-outil. Et ils passent tout leur savoir-faire sur la compréhension, la réparation, le réglage, l'amélioration de leur machine. Alors, je vais répondre à la question d'Antoine, c'est quelle est la partie culturelle? La partie culturelle, je ne sais pas si c'est culturel ou... C'est pas de mentalité ligne du tout. C'est que les Japonais, comme les Allemands, comme les Italiens du Nord que je connais, n'ont pas abandonné la formation technique. C'est aussi bête que ça. Nous avons juste abandonné. Donc, Avex racontait cette histoire extraordinaire qu'ils achetaient des vieilles machines. Et c'est une idée, d'ailleurs, moi j'avais vu chez Toyota qu'ils faisaient ça avant. Ils achetaient des vieilles machines pour les réparer, pour s'en servir, parce que ça allait apprendre aux gens à comment les machines formaient. Parce qu'avec le digital, ils se rendent compte que plus personne ne sait comment la machine fonctionne. C'est magique. Donc, je ne sais pas si c'est culturel. Je pense que ce sont des choix nationaux d'investissement. Et dans 3 nations industrielles très très fortes, les États-Unis, c'est comme toujours, c'est énorme, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a des ingénieurs, j'allais dire, à l'ancienne, et des ingénieurs de production à l'ancienne qui sont encore formés sur le terrain d'une façon très très précise. Avec de l'amour de l'outil et de la machine. Je parlais à un pompier à la campagne, qui est un type qui travaille, j'étais étonné par sa façon de travailler, parce qu'il était très précis dans sa façon de travailler, et il disait, oui, mais après moi, il n'y a plus ça. Je suis le dernier qui était formé par compagnonnage avec des anciens qui nous montraient comment faire. Après, maintenant, on met les gens en salle pendant 1 an avant de les mettre sur le terrain, et ils ont la tête bourrée de concepts, mais ils n'ont aucune méthode de travail. Ils ne savent pas comment faire les choses. Donc, je ne sais pas si c'est culturel, mais il y a certainement un choix de société, d'investissement dans la qualité de nos ingénieurs. Et nous, bizarrement, on a décidé que nos plus grands ingénieurs feraient autre chose que de l'ingénierie, puisqu'ils sont destinés au management. Et derrière qui? Pour répondre un petit peu à cette question, ou pour commenter un peu plus avant, je partage à nouveau l'écran. Je finis sur Avex. Les machines, ils s'en servent. Ça leur coûte moins cher. Ce n'est pas juste pour se faire la main. C'est les machines qui mettent en production. Oui, bien sûr. Pour répondre un peu à la question sur la mentalité, donc le patron japonais de Numi, Ikebushi-san, et dans le même film, explique qu'il est un peu surpris de voir qu'aux États-Unis, on n'a pas l'habitude de prendre un problème machine ou un problème produit et de tracer la problématique jusqu'à sa résolution. C'est-à-dire on retouche ou on accepte le surtemps ou le surcoût, mais on ne retouche pas et on n'interface pas et on n'interagit pas avec les autres. Donc, une chose aussi que Avex nous a montré récemment, c'est qu'ils se sont mis à suivre la performance de leur machine sur des écrans digitaux. Ce n'est pas parce qu'ils sont amoureux de leur machine qu'ils ne passent pas au digital et aux objets connectés. Mais ils gardent la maîtrise puisqu'ils ont envoyé des gens en formation pour faire eux-mêmes leurs propres objets connectés. Et ils ont des suivis de leur performance machine sur écran en permanence, de manière à regarder ce qui se passe tout le temps sur les machines et à apprendre de chaque problème. On continue sur le pivot suivant. Il y a évidemment modifier les machines pour faire du flux en continu. Alors, on a ici un tout petit film pareil du Toyota Production System historique. Là, vous voyez des cellules qui sont en nu, où on voit clairement qu'elles peuvent être opérées par un opérateur ou plusieurs, suivant le volume
deux choses à faire. Je le repasse parce que c'était peut-être un peu rapide. Merci de couper les micros, soyez sympas. Alors, il faut voir, c'est extraordinaire ces lignes. Donc, la vraie difficulté de ces lignes, c'est comment est-ce qu'on fait. Donc, l'idée, c'est qu'on met toutes les machines en séquence et comment est-ce qu'on les fait rentrer. Parce qu'aucune machine n'est faite pour ça. La plupart des machines sont faites pour… On est encore à l'âge de… Tu sais, quand il y avait un axe central qui pivotait au milieu, qui tirait des sangles, qui entraînait des machines. Donc, on les met dans des ateliers par spécialité. On les met en randonnion. On peut les mettre où on veut. Il y a l'électricité. Et elles sont vraiment avec une course d'obstacles pour rentrer et sortir de la machine. Alors, par exemple, je ne sais pas si tu peux remettre la vidéo au début. Regardez où sont les postes de contrôle des machines. Regardez. Pardon, j'ai voulu couper. Plus loin. J'ai voulu couper, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Vous avez tous les postes de contrôle, tout ce qui n'est pas… Généralement, quand on va dans nos usines, c'est à côté de la machine. Tandis que là, donc la grande difficulté, et on revient sur la créativité d'avant, là où il faut beaucoup de créativité, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des machines beaucoup plus simples, beaucoup moins automatisées, mais qui permettent de rentrer tous les processus en flux dans la même cellule. Et ça, c'est un vrai métier. Ouais, c'est d'autant plus intéressant. On voit aussi la taille des containers. Les containers, s'ils sont gros, on ne peut pas se mettre en flux continu comme ça. On est obligé. Il y a toute la logistique, absolument. Toute la logistique doit être réduite. Il faut des beaucoup plus petits containers, ce qui veut dire que les petits trains alimentent beaucoup plus souvent. On retrouve l'histoire des Kanban dont parlait Freddy. Hein. La ligne va être conçue en fonction de la vitesse de réapprovisionnement par Kanban. Et tu te souviens, à l'époque de Forestia, il y avait quelques ingénieurs qui avaient pris ce métier de remplacer des gros systèmes automatiques par des systèmes beaucoup plus légers qui pouvaient se mettre dans les cellules. Oui, on parlait de Lean Capex. Lean Capex, oui. Mais par contre, en termes d'ingénierie, c'est vraiment un métier. Ah, c'est vraiment un métier. Oui, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on pense, qui est de se dire je vais mettre des machines qui vont charger automatiquement les pièces, etc., ce qui va me permettre de supprimer des gens devant. Et en fait, c'est souvent très compliqué à mettre au point, particulièrement le chargement. L'éjection, c'est plus simple, mais le chargement, c'est pas toujours simple. Un des trucs qu'on a vu au Japon qui nous avait frappé, c'est l'éjection automatique systématique. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'intelligence humaine pour placer la pièce, mais une fois que le travail est fait, ça peut éjecter. Exactement. Alors, je reprends peut-être, pardon, j'arrive. Donnez-moi une seconde pour revenir à l'écran avec mon partage. Voilà, hop, écran partagé. Juste pour vous montrer à droite ce que c'est qu'une cellule en U, je pense que vous comprenez bien l'intérêt. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez jamais entendu parler du concept, c'est que ce sont des cellules qui sont organisées pour fonctionner à 1, 2, 3 ou 8 opérateurs, suivant le volume qu'on a à fabriquer. Et donc, vous gérez en fonction du takt time. Vous savez que le takt time se calcule par rapport à la consommation du client, le rythme de consommation du client. Donc, plus le takt time augmente, ça veut dire qu'on fabrique de façon moins fréquente. Donc, dans ces cas-là, au lieu de travailler à 3 opérateurs, on va ramener à 2. C'est ça le concept. Là, il y a aussi un concept qui est… C'est vrai que c'est un point de pivot auquel on n'a pas pensé, mais c'est révolutionnaire, c'est cette notion de takt time. Donc, je parlais ce matin à un ingénieur de chez Toyota qui a aidé des médecins à établir leur centre de vaccination à côté de l'usine. Et en fait, comment ils ont abordé le truc? Ils ont abordé le takt time. Ils disent, voilà, le système de santé nous a donné 1000 doses. Le vaccin, une fois qu'on le sort, il a 3 jours de vie. Les médecins ont décidé qu'ils allaient le faire le week-end. Parce que comme ça, ils auraient tout disponible, ils auraient les gens, les soignants et les gens pourraient venir. Et donc, il faut faire 500 par jour. Et eux, la façon dont ils abordent le problème, ce que la plupart des gens ne feraient jamais, c'est ils ont dit, on a 6 heures de disponible, 500 par jour, on fait la division, on arrive à 44 secondes. Il faut que ça passe en 44 secondes. Oui. Le deuxième point qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont vu que comme il faut prendre des données, il faut faire le vaccin, etc., on ne sait pas découper toutes les opérations en 44 secondes, on ne sait pas le mettre en ligne complètement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu combien de temps prenaient à peu près les choses, qui était à peu près tout prend à peu près 5 minutes, et ils ont donc fait 7 box de vaccination parallèles. Et
ce qui m'a frappé, c'est à quel point c'est une façon d'aborder les choses. Leur point d'entrée, c'est le tag time. Alors que tout le monde fera un point d'entrée complètement en poussant, en disant où est-ce qu'on met les trucs, voir comment ça marche, etc. Mais leur point d'entrée, c'est le tag time. Et en fait, le tag time leur permet beaucoup plus que la VSM, oui. Oh oui, beaucoup plus la VSM, parce que le tag time leur permet un point d'apprentissage. J'en discutais avec lui après, ils le font toujours sur les lignes, c'est ce qu'on m'avait moi appris à l'époque. C'est qu'on a un tag time cible, en l'occurrence là, c'est il faut qu'une personne sorte vaccinée toutes les 44 secondes de nos 7 box parallèles, d'accord, mais un tag time cible. Et au début, on a plein de problèmes. On a plein de problèmes. Et donc, quel est le temps qu'il nous faut pour atteindre ce tag time cible? Au début, on est beaucoup plus long, parce qu'on s'arrête à chaque problème. Et c'est lié au JDoka. Oui. Et donc, on voit la structure de la courbe d'apprentissage jusqu'au moment où on arrive à tenir le tag time. À atterrir au tag time. Et donc, ce qu'ils ont fait, dont on va parler un peu plus tard, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont passé la journée d'avant la vaccination à avoir préparé tout leur truc et à simuler le tag time pour voir tous les endroits matériels où ça butait. Où ça allait coincer. Alors, continuons sur le manuf engineering. L'exercice pratique lié au flux continu, vous avez bien sûr, plus que la VSM, le spaghetti chart pour tracer, vous connaissez le principe du spaghetti chart, vous tracez les déplacements de votre produit dans le flux, ce qui vous permet de voir les aberrations, les allers-retours, les points où ça bloque, etc. Et un exercice intéressant et que fait constamment, on en reparlera tout à l'heure, Toyota, c'est de se dire, mais telle machine qui, a priori, on ne sait pas faire autrement que de l'avoir comme ça énorme et de faire des très gros lots à part, est-ce qu'on est sûr qu'on ne pourrait pas la rentrer dans un flux continu? Tu te souviens de cette usine qu'on a vu, qui n'était pas du Toyota au Japon, mais alors ils avaient mis des fours à pièces uniques. Ouais. Ils avaient recréé des fours où tu sais, c'était des grands trucs, mais où ils pouvaient tout mettre en flux parce qu'ils les prenaient pièce par pièce. Ouais, les fours sont typiquement des endroits où on fait des gros lots, puisque en général on y passe quelques minutes, heures, suivant ce qu'on fabrique. Et c'est très compliqué. Moi, je me souviens aussi d'un fournisseur de Toyota qui avait fait, au lieu de prendre le four sur catalogue qui faisait je ne sais combien, par exemple 160 pièces à la fois, il avait exigé de faire construire un four qui faisait la moitié moins pour réduire la taille de l'eau. Pour se rapprocher du flux continu, à défaut d'être complètement à la pièce. Alors, point de pivot suivant, on en a parlé, Michael, tu viens juste de l'évoquer, flux continu c'est bien, tag time c'est bien, mais ça ne marche pas sans le JDoka, puisqu'il faut s'arrêter à chaque anomalie. Et donc, le manufacturing engineering, son rôle, c'est aussi de mettre de l'andon, de mettre la capacité pour la machine à s'arrêter elle-même s'il y a une anomalie. Mais alors là, il y a aussi une idée fausse. Nous, quand on parle d'andon dans ligne, souvent les gens imaginent l'opérateur qui tire la corde pour arrêter l'usine. C'est vrai, mais c'est une petite proportion de l'andon. L'andon, à l'origine, la plupart des trucs, ce sont les machines elles-mêmes. Ouais. Donc, et c'est des systèmes très simples. Il y a des contours partout. Il y a des contours sur les tournevis, il y a des contours sur les machines. Et en fait, l'idée, c'est de dire, on sait que l'outil rentre dans une zone où il est plus fiable par expérience, et au lieu d'attendre qu'il soit plus fiable, on le remplace. On le remplace avant. Et donc, en fait, ce sont les machines qui parlent. Et alors, ce que je trouve assez étonnant, c'est que dans le monde actuel où tout est déconnecté, on a de l'information partout et ça ne déclenche rien. Moi, je me souviens de discussions dans une boîte où on me disait, mais on a du SPC qui nous montre qu'on est en train de déconner. Mais on n'en fait rien. On l'exploite pas. Donc, l'information, maintenant, il y en a partout. On a du digital qui nous raconte des histoires, mais on n'en fait rien. On n'en fait rien. Donc là, l'obsession, comme tu dis, est absolument vraie en manufacturing engineering, c'est de ne jamais concevoir une machine sans sa détectabilité, sans sa capacité d'être intelligente, d'avoir du jugement. C'est de dire, attention, là j'ai mal aux côtes, là il va falloir que je m'arrête, j'ai un point de côté, est-ce que quelqu'un peut venir voir ce qui se passe? Donc ça, à nouveau, c'est une conception de machine qui remonte au grand-père Toyoda, à Sakichi, avec les métiers à tisser, si vous vous souvenez de l'histoire. Mais c'est une révolution dans la façon de concevoir une machine.
Et donc, du coup, très naturellement, l'exercice qu'on vous propose, peut-être, c'est déjà, quand vous avez une machine, de commencer à vous équiper de contours pour vous dire, voilà, à partir de quand la machine donne des pièces défectueuses ou à partir de quand l'outillage commence à être élimé, émoussé et ne plus être bon. Un petit mot pour les J'entends participants. quelqu'un qui Il y a fait un les 100 pas, micro. là. Oui, si vous voulez bien, coupez vos micros, s'il vous plaît. Je ne peux pas le faire pour vous, je peux pas être… Voilà, c'est sympa parce que ça nous fait vraiment de l'interférence. Merci. On continue parce qu'il y a beaucoup à dire malheureusement sur le manufacturing and engineering, c'est extrêmement riche. Autre point de pivot, modifier les machines pour garantir les standards de travail. Pour garantir, on revient ici au travail de l'opérateur et tous les points de difficulté. Oui, je l'aurais mis dans le sens, c'est avoir des standards de travail pour modifier les machines. Exactement. On va modifier les standards au fur et à mesure qu'on voit que ça déconne. Et du coup, on va être amené à modifier les machines. Donc, le rôle du manufacturing engineering, c'est vraiment d'être là pour venir modifier les machines. On a un exemple ici qui nous avait été donné par François Papin en 2012. Aux All-in Summit. Ouais, sur un boîtier qu'on a déplacé parce que c'était gênant. Et vous voyez, on voit très bien l'extension de l'opérateur pour pouvoir l'atteindre, ce qui est très mauvais parce que ça finit par donner des TMS. Sans parler du temps perdu à vouloir tendre le bras comme ça. Alors, ce qu'il faut voir là-dessus, c'est quand on voit ce que c'est le Kaizen dans une usine Toyota, il y a donc des idées qui viennent des opérateurs, mais souvent, il y a des gens de maintenance ou de manufacturing engineering qui sont là pour la fabriquer concrètement. Donc ça, ça a un effet d'apprentissage extraordinaire. Parce que l'opérateur est engagé dans le Kaizen et fait des suggestions, mais les gens de maintenance et les gens de manufacturing engineering apprennent à monter et démonter les machines, et du coup, ça étend leur domaine du possible. Ce qui fait aussi que quand ils reconçoivent la machine suivante, ils ont ça en tête et ils ne vont pas faire la même bêtise. Donc ce travail au quotidien de modification permanente des machines, de les bricoler, etc., c'est au cœur de la conception Toyota du manufacturing engineering. Et au cœur de l'apprentissage des machines. Parce que quand vous vous montez et démontez vos vélos tout le temps, au bout d'un moment, vous les connaissez par cœur, vos vélos. Vous connaissez les rouages de vos vélos. Oui, c'est vraiment très, très important. Ouais. Exercice pratique autour de ça. Bien sûr, le Genshi Genbutsu, je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est cette idée d'aller sur le terrain, sur place, se rendre compte par soi-même. Hein, donc, les gens du manufacturing engineering doivent être sur le terrain. Mais c'est aussi, un truc qui est beaucoup travaillé sur la partie ergonomie, c'est les cellules en carton. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des expériences dans ce domaine, mais c'est vous reconstruisez taille réelle avec du carton, le poste de travail tel qu'on l'imagine, de manière à trouver la façon d'optimiser au mieux l'ergonomie, le geste, réduire les mouvements, réduire les déplacements. On fait du Kaizen avant que les machines soient mises en ligne. En fait, on prend les plans, on réalise tout en carton, et puis on fait tourner, on demande à l'opérateur de simuler de la fabrication de pièces pendant 5 minutes. On observe. Puis au bout de 5 minutes, on modifie tout le carton. Donc on fait du Kaizen. Et puis on a fait les modifications, on recommence, on fait ça 3 fois, 4 fois dans la journée. Et alors, c'est spectaculaire de voir la différence entre les plans avant et les plans après. Je veux dire, c'est très, très étonnant. Donc ça, c'est vraiment une des techniques les plus puissantes qu'on a pour préparer la mise en place d'une ligne. Ouais. Et donc, il ne faut pas hésiter de faire à taille réelle et de maqueter à taille réelle. Enfin, je veux dire, vu l'investissement qu'on est en train de faire. C'est du carton. Hein. C'est juste du carton, ça mérite, ça change complètement, surtout sur tout ce qui est à pro et gestion des bacs et gestion de pièces, parce que souvent les gens quand ils conçoivent une ligne, ils achètent des machines, donc ils les mettent sur un écran et puis après, c'est toujours pareil, c'est comme les vaccins, c'est qu'on fera la logistique après. Et non, la performance de la ligne est complètement liée à la performance de la machine certainement, mais à la logistique qui est autour de la machine, parce que si la machine n'est pas nourrie, elle va s'arrêter sans arrêt. En fait, tu soulèves un point qu'on n'a peut-être pas dit suffisamment tôt. Là, sur le premier point pivot, vous vous rappelez qu'on disait on ne peut pas concevoir un produit sans concevoir son procédé de fabrication. Moi, je me souviens de gens, de responsables de manufacturing engineering chez Forcia, où j'ai travaillé dans l'automobile, qui disaient mais
on a fait des conneries sur les lignes et après on passe des années à faire du Kaizen sur la ligne pour essayer de pour rattraper le truc. Oui, non, mais pour rattraper le truc. Absolument. Et donc maintenant, on fait justement du Lean Capex, hein, comme on l'appelait, je ne sais pas si c'est toujours le terme qui est utilisé par Forcia, on fait du Lean Capex avant, au moment de la conception, pour éviter les conneries. Oui, parce qu'une fois qu'on est engagé dans la connerie, une fois que la machine est là, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est horrible. Point pivot alors, les 2 points pivots qui arrivent sont les points pivots fondamentaux. On les a mis plutôt vers la fin, mais ils sont fondamentaux. C'est la capacité de la machine, de la ligne de la machine, à être flexible en mix et en volume. Alors là, on va commencer par le mix. À droite, je vous montre l'intérêt, tu l'as mentionné tout à l'heure, Michael, hein, c'est que si vous avez une ligne, si vous fabriquez une nouvelle ligne à chaque fois que vous lancez un nouveau produit, ou une nouvelle gamme de produits, c'est la solution simple, c'est la solution qui a été rêvée du temps de la production de masse, quand on avait l'explosion de la croissance. Ça marche très bien quand on est en croissance. Voilà. Quand on sait nourrir tout ce qu'on peut, voilà. Pourquoi pas. C'est Mais parfait. Dès qu'on arrive dans des marchés stables où un jour les clients le veulent en rouge, un jour ils le veulent en bleu, un jour ils veulent long, un jour ils veulent court. Et au total, le volume est là, mais on ne sait jamais exactement comment ça fait. Ça nous flingue parce qu'on est toujours soit avec en retard, soit sous-capacitaire. Absolument. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que tout le modèle industriel de Toyota est là. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est. On revient par rapport à la question culturelle, mais il n'y a que Toyota au Japon qui l'a fait. Mais ils ont des usines. La flexibilité, c'est difficile. Donc, une usine jeune est assez peu flexible. Donc, quand ils démarrent des usines à l'étranger, au début, elle est assez peu flexible. Et elle est dimensionnée au minimum de ce qu'on sait que le marché va absorber. Et puis, ils travaillent la flexibilité. Au Japon, ils ont des usines qui savent prendre 8 modèles différents sur la même chaîne. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent sur la loi des grands nombres, c'est-à-dire qu'ils disent les usines jeunes, elles ne sont pas flexibles, mais elles sont saturées. La demande supplémentaire, quand elle arrive, on ne sait pas sur quoi elle va être, elle est prise par le Japon. Au Japon, on prend toutes les demandes en plus ou en moins. Donc, on arrive toujours à faire plus ou moins le volume. Et d'ailleurs, tu te souviens, quand on a visité Lexus, c'était intéressant parce qu'ils étaient en train de faire une expérience. Il y avait une énorme demande sur une Lexus et ils étaient en train de les faire sur des lignes Toyota. Oui. Ce qui est d'habitude un non total. Mais ils considéraient qu'il y avait des lignes Toyota qui étaient suffisamment bonnes en qualité pour arriver à faire des Lexus. Ouais. Et ce n'était pas n'importe quel Lexus, c'était le petit modèle. Mais donc, il y a un travail, c'est une stratégie industrielle de flexibilité qui, au final, arrive sur le terrain sur du SMED. Il faut savoir changer les lignes d'un produit à l'autre. Alors, le pourquoi vous est explicité dans le petit schéma que j'ai mis à droite, hein, c'est que vous avez la vie d'un produit n'est jamais un truc linéaire, plat, qui monte tout de suite en volume et qui ne s'arrête jamais. En fait, vous avez une montée qui est plus ou moins rapide en volume. Souvent, le volume n'est pas au niveau où on l'espérait et vous pouvez avoir des chutes brutales. Bon, là, c'est un peu accentué sur mon dessin. Mais quand vous avez cette situation-là, votre ligne, elle vous coûte très cher au lancement, elle vous coûte très cher à la fin de vie. Donc, le truc de la flexibilité en mix, c'est de venir mettre plusieurs modèles parce que vous avez toujours un modèle qui est en cours de lancement, petit volume, et qui est à côté d'un autre modèle qui tourne, et lui, il est à maturité de sa vie et il est à grand volume. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à rentabiliser les produits, les lancements et les lignes. Alors, on s'est dit avec Michael qu'on vous montrerait un changement d'outil assez impressionnant chez un fournisseur de Toyota. C'est une énorme presse. Je crois que j'ai laissé le son, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais il y a toujours un jingle pour annoncer que le changement d'outil est en cours. Je ne sais pas si vous entendez le son.
Donc, en fait, les changements d'outils, là, maintenant, ils sont limités dans le temps de changement d'outils, pas par le temps qui est nécessaire pour la préparation des changements d'outils. Parce qu'en fait, vas-y, laisse tourner la vidéo. Vous avez le changement d'outil se fait tout seul, parce que tout le temps est passé dans la préparation. Ah pardon, excusez-moi, c'est reparti j'avais pas vu. Ce qui est intéressant, j'avance un peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il mesure tout le temps, toujours, vous allez le voir, le temps que ça prend. Il y a un chronomètre. Mais on va le voir au-dessus. D'ailleurs, c'est à ça qu'on voit que les gens sont sérieux. C'est quand il y a un chronomètre sur les changements d'outils. Vous le voyez là. Donc, il y a un chronomètre et chaque changement d'outil est mesuré. Je l'arrête là. Ce qui est intéressant de voir dans cet exemple, c'est que d'abord, le jour où on l'a vu, les gars n'étaient pas contents parce qu'au lieu de mettre 2 minutes, ils avaient mis 2 minutes et demie. Il y a eu un problème. Mais ce qu'on a vu très vite derrière, c'est que les pièces qui sont sorties bonnes du premier coup. Oui, ça c'est très étonnant. C'est sur toute leur En ligne. 2 minutes, ils changent une presse de je ne sais combien de tonnes, probablement. 2000 tonnes, hein, des trucs incroyables. Et les pièces ressortent au bout de 2 minutes. Et surtout, la première pièce est bonne. Il n'y a pas de bidouillage après. Il n'y a pas de bidouillage après. Donc, on revient à nouveau sur la qualité de l'ingénierie qu'il faut pour faire ça. Oui. C'est vraiment impressionnant à voir. Alors, me revoici. Je vais repartager à nouveau mon petit écran. Pardon, je n'aurais pas le relancer. Donc, l'exercice ici pratique, je pense que vous ne serez pas surpris, c'est comment on travaille le SMED, le Single Minute Exchange of Die, c'est-à-dire le temps de changement d'outillage. C'est le point dur. Je ne connais pas d'opération industrielle dans laquelle ça commence pas par du SMED. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant stratégiquement, c'est de voir à quel point les gains financiers au total viennent bêtement du SMED. Et ce qui est intéressant aussi, c'est à quel point la plupart des managers ne sont pas prêts du tout à investir là-dedans. Si vous pensez au Formule 1, vous savez, les changements de pneus, par exemple, sur une Formule 1, quand elle revient au stand, regardez la vitesse à laquelle c'est fait, c'est du SMED. Hein. C'est-à-dire que tout est préparé à l'avance, hors production, et la production ne s'arrête que le temps d'installer les pneus sur la voiture. Ce qui se faisait autrefois en 5 minutes se fait maintenant en moi, ce qui me surprend toujours, c'est à quel point on ne le fait pas. Enfin, je veux dire, il faut louer une voiture. C'est du SMED. D'un client à l'autre, c'est du SMED. Et il faut voir à quel point tout le monde rame encore avec des trucs absolument invraisemblables. Quoi. Et dans les bureaux, je ne sais pas si si nous n'avons que des industriels avec nous ce soir, mais dans les bureaux, vous avez énormément de systèmes qui vous contraignent. C'est pour ça qu'on fait des lots souvent d'opérations, parce que le passage d'un système à l'autre est extrêmement pénible. Ouais. Et donc, pareil, on conçu comme ça. Ce qu'on m'a montré chez Google, c'est une chose intéressante, c'est la fluidité avec laquelle on peut changer le système. Ouais. Repensez à vos écrans SAP quand vous devez passer d'un module à l'autre. En général, vous devez faire 12 écrans avant d'arriver à l'endroit où vous voulez aller. Alors, le pendant de la flexibilité au mix, c'est la flexibilité en volume, c'est-à-dire la capacité à s'adapter au takt time. On revient à notre histoire de takt time. Et à la dimension stratégique. Moi, je me souviens de la conclusion qu'avait tirée Toyota, comment il s'appelait, Nimichi, je ne sais plus, de la crise de Lehman Brothers. Donc, eux, ils disaient, écoutez, c'est simple, nous, ce qu'on a appris, c'est que nos concurrents ont besoin de tourner à 90% de volume pour gagner de l'argent, ou 95% de volume pour gagner de l'argent. Nous, sur nos lignes, on sait gagner de l'argent jusqu'à 80%, chargé à 80%. Ce qu'on a appris, c'est la seule année de notre vie entière où on a perdu de l'argent, parce qu'il faut qu'on apprenne à savoir tourner à 70%. Donc, en fait, la notion à nouveau de flexibilité en volume, il faut voir à quel point c'est stratégique. C'est-à-dire que là, on est en train de parler le niveau vice-président de chez Toyota, pour qui la stratégie de flexibilité en volume est au cœur de sa capacité de gagner de l'argent dans un marché qui, comme tous les marchés, a des hauts et des bas.
Donc comme le mix, la flexibilité en volume, ce n'est pas juste un truc qu'on fait parce que c'est bien dans l'usine, c'est au cœur de la stratégie Lean. Absolument. Je vous passe pour que vous compreniez mieux comment. Alors, l'exemple qu'on va illustrer ici, c'est chez Toyota, l'usine de Takaoka. Takaoka fait des Corolla, des Harrier et des Prius. Et il y a Takaoka 1, l'ancienne usine, et Takaoka 2. Et depuis 2008, donc, ils ont travaillé sur cette nouvelle architecture. À droite, vous voyez la nouvelle usine. Il y a beaucoup d'espace vide d'ailleurs parce que justement c'est l'espace qui est réservé si on doit démultiplier la ligne pour s'adapter au tact. Mais ils nous ont fait un petit film au musée Toyota pour montrer un petit peu ce qu'ils ont travaillé pour obtenir la flexibilité volume. Donc, ils utilisent le week-end pour faire une extension de la ligne d'assemblage. Donc, ils s'adaptent régulièrement à un nouveau takt time. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est incroyable parce qu'une ligne de voiture classique, il y a des trucs enfoncés dans le sol, il y a des trucs accrochés partout. Enfin, je veux dire, il y a des fosses qui sont creusées, il y a des machines il y a des automatismes qui sont scellés de points fixes. On en parlait récemment dans l'usine de reconditionnement d'Aramis. Je veux dire, rapprocher le poste, on dit mais comment tu veux, regarde, on a tout dans le béton. Et en fait, regardez ça. Ça, c'est incroyable. Ils enlèvent toutes les superstructures de manière à ce que… C'est juste incroyable. La recherche de flexibilité les amène à faire des solutions techniques juste démentes. Et en plus, beaucoup moins consommatrices d'énergie. Oui. Et beaucoup plus light. C'est vraiment spectaculaire. Là, par exemple, dès que vous avez… Regardez ça. On se débrouille pour avoir une plaque tournante qui n'ait pas besoin de trous dans le sol, parce que si on veut la déplacer sur la ligne, on ne peut pas déplacer le trou dans le sol. C'est vraiment impressionnant à voir. Là, c'est ce qu'ils veulent bien nous montrer. Mais ça donne ça, vous voyez, c'est des voitures qui ne sont plus du tout soutenues par des superstructures, qui sont sur des espèces de petits chariots roulants, et des lignes qu'on peut utiliser, vous voyez la partie à droite qui est complètement vierge, qui peut être utilisée pour une extension. Cette usine Takaoka 2 a coûté 2 fois moins cher en CAPEX que Takaoka 1. C'est-à-dire que non seulement ils sont plus flexibles, non seulement ils sont en train de se rapprocher des 70% de volume, enfin rentable à 70% de volume, mais en plus ça leur coûte beaucoup moins cher en CAPEX. Donc il y a un travail de dingue sur la compréhension de ce qu'il faut faire. Et je termine parce que je vois le temps passer. Ah pardon, voilà. L'exercice pratique, pardon, sur la flexibilité des lignes, on revient à cette idée de tact. Hein. Est-ce qu'on connaît le tact et est-ce qu'on est capable d'ajuster le tact sur la ligne? Si on ne sait pas changer… Alors à nouveau, ce qu'il faut voir, c'est que j'en parlais avec ce monsieur Toyota ce matin, il continue à le faire. Le chiffre qu'ils suivent sur une ligne de fabrication, c'est l'OPR, c'est l'efficacité opérationnelle. Et une ligne doit tourner autour de entre 95 et 97% d'efficacité, c'est-à-dire de réalisation par rapport au plan. Ce qui est très, très étonnant, c'est qu'à chaque fois qu'ils tapent le 97, ils font de la reconfiguration de ligne pour retirer des postes, pour changer des trucs. Ou alors des augmentations de volume, mais en fait, ils ont un entraînement, et ça c'est intéressant, c'est de l'apprentissage au courant du boulot, c'est qu'ils ont un entraînement à la reconfiguration de ligne qui est constant et permanent.
Donc, quand on fait un changement, évidemment, et rien ne marche, ça retombe en dessous de 84, ça fait 92, 93, 80. Donc, après, on fait du Kaizen avec les opérateurs, on remonte, on remonte, on remonte. Dès qu'on retape le 95, bam, on recommence. Donc, il faut voir, c'est vraiment comme faire de la gym le matin. Enfin, je veux dire, il y a un muscle de savoir-faire, de manipulation de son manufacturing engineering qui est travaillé dans le courant du travail. C'est leur travail. C'est très, très étonnant. On va terminer cette revue des points de pivot qui sont lourds, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment un savoir-faire assez étonnant par quelque chose que vous connaissez peut-être moins. Le manufacturing engineering, on a vu que c'était fondamental pour les coûts, pour l'ergonomie, etc. Mais c'est aussi pour l'empreinte carbone. Le rôle est fondamental. C'est les trucs que fait Cyril. C'est les trucs que fait Cyril Danet. On a une masterclass d'ailleurs avec cette entreprise qui s'appelle AIO, qui est dirigée par Cyril Danet, qui fait ce que vous allez voir là, du Karakuri Kaizen, qui est une façon d'approvisionner les bords de ligne sans consommer d'énergie, d'eau, d'électricité quelconque. Je vous montre. Et fait par les opérateurs. Et fait par les opérateurs. Donc, il y a un aspect ergonomique, hein, éviter de soulever des poids, par exemple. Donc, ça, c'est une vue de dessus. Vous voyez, la simple gravité. Donc, le rêve ici, le rêve est une usine dans laquelle on ne porte pas. Ouais. Jamais. Tout est on poussé. ne porte pas, et ce sont des ressorts. Hein, je pousse, ça actionne un ressort, ça tourne. Ouais, on ne porte pas et on utilise l'énergie de la gravité avec des trucs, il faut être astucieux, c'est très astucieux, mais qui permettent de déplacer toutes les pièces comme ça. Vous voyez qu'il n'y a aucun branchement électrique, hein, il n'y a pas d'hydraulique, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment important parce que du point de vue du Lean, le but du manufacturing engineering, c'est de tenir la qualité d'abord. Donc, on est quand même sur la qualité des produits d'abord, avec les histoires de soudure, etc. Donc, le premier truc, c'est que ça fasse la fonction, ça tienne la qualité. Après, sans effort pour les opérateurs, tout en garantissant la flexibilité. Donc, c'est vraiment une conception globale du manufacturing engineering. Et en plus, l'intérêt de ces Karakuri, effectivement, c'est que l'impact sur l'empreinte carbone est considérable. C'est le Karakuri est leur stratégie principale pour réduire l'impact carbone des usines. Absolument. Absolument. Je termine la petite présentation qu'on vous a faite avec une bibliographie, pardon, excusez-moi, j'arrive, une petite bibliographie qu'on vous a préparée. La dimension green, j'insiste parce que c'est vraiment très important. On sait que Toyota a fait une révolution dans le green avec la Prius, qui a été repris après sur les voitures électriques, et Tesla maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 80, ils mènent en parallèle une révolution green dans les process. À nouveau, on n'a pas de séparation produit-process. Donc, moi, j'ai des documents des années 80, c'est vrai, j'aurais pu les ressortir, de simplification des process pour des questions d'émissions et des questions de pollution et des questions de consommation d'énergie. Et donc, les deux démarches ont été menées en parallèle. Et donc, c'est un point fondamental parce qu'une des raisons sur lesquelles on bute dans nos transformations green, c'est notre manque de maîtrise, justement, des procédés. Pas que des produits, mais des procédés. Parce que la consommation, la part de l'industrie dans la production de carbone est juste hallucinante. Oui, c'est vrai qu'il faut moins rouler en voiture. Oui, c'est vrai qu'il faudrait moins prendre l'avion, c'est ce qu'on fait en ce moment. Mais au total, si je me souviens bien, ça ne considère que c'est 20% des émissions carbone. Les autres sont essentiellement dans des opérations industrielles. Ou alors, mais vraiment, très, très peu de gens regardent. Donc là, Toyota est très en avance là-dessus. Et c'est un résultat qui découle logiquement du travail qu'ils faisaient sur la simplification de leurs équipements.
Absolument. Il travaille aussi beaucoup tout ce qui est eau, hein, consommation Oui, oui, d'eau, oui, oui, récupération consommation d'eau d'eau, de oui, pluie, absolument. Oui, etc. oui. C'est assez impressionnant. Il y a constamment une recherche de réduire. Alors, ça Non, fait on partie voit une de logique qui est qualité, flexibilité, ce qui l'utilité. t'amène à simplicité Oui. pour soulager l'opérateur, et des équipements plus simples sont aussi des équipements beaucoup moins producteurs de carbone. Absolument. On a fait le tour des points pivots qu'on voulait vous montrer. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des commentaires? C'est le moment, c'est De pour vous. brancher les micros. Ouais, vous pouvez brancher les micros, vous remettre en caméra si vous voulez. Alors, on nous dit... Ah non, c'est pas du bon sens, c'est du métier. Le point de base, c'est... Alors, Cyril, par exemple, dont l'entreprise est centrée sur faire des karakuris, le principal problème, c'est la formation des ingénieurs, c'est comment leur apprendre. Parce que c'est pas il y a un peu de théorie, mais après, c'est de comment est-ce qu'on forme des ingénieurs à l'ancienne qui ne sont pas des assembleurs de trucs sur un écran, mais qui comprennent les déformations, qui comprennent les tensions, qui comprennent qu'un produit est vivant et qu'une machine est vivante, et qu'utiliser une machine, c'est pas la même chose que la concevoir. Donc, on a un énorme problème là de métier. Et c'est pas du bon sens, ça s'invente pas. Il faut avoir fait le truc pour s'en rendre compte. Je vais vous mettre le lien sur la masterclass AIO. Donc AIO, on vous l'a dit, Cyril Danet fait du Karakuri Kaizen, mais ils font aussi beaucoup de TPS chez eux. Et donc, c'est une occasion de voir une entreprise Lean française qui fait du TPS chez elle, tout en parlant de Karakuri Kaizen. Donc, je vous mets le lien sur la conversation, je vous le renvoie tout de suite. Hop. Si ça vous intéresse, c'est le 7 mai. À mon avis, c'est une occasion à ne pas louper. D'autres réactions? Margot, par rapport aux lignes qu'on a vues ensemble hier, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est vrai que ça reprend exactement ce qu'on a vu hier et la différence qu'il peut y avoir entre le système qu'il y a aujourd'hui et le système qu'on peut trouver qui est beaucoup plus flexible en fait. Tu vois le truc, quand on est en haut de la ligne, là, quand on regarde, et la question, effectivement, c'est par où on commence, parce que Exactement. c'est loin d'être évident. C'est ce que disait Catherine, Ouais. une fois que les machines sont là, mais on le C'est fait, cher on de sait le faire. On refaire. l'a fait, hein, Catherine, tu te souviens, dans les années 90, on a fait énormément de trucs comme ça. Hein. Oui, c'est clair, parce qu'une fois que les machines elles sont là, c'est vrai que du coup, la tâche, elle est quand même plus compliquée pour s'adapter en tout cas. D'un autre côté, c'est la meilleure façon d'apprendre à faire des meilleures machines après. C'est parce qu'il faut s'attaquer aux machines telles qu'elles sont, et puis apprendre à les flexibiliser. C'est pas du tout impossible, hein, mais il faut avoir envie. Ouais. Tout le monde est très silencieux là. Oui, vous êtes Qu'est-ce qu'on a dit? Non, moi j'ai une question, Brice Clément. Ouais. Pour revenir au moment où il faut qu'on trouve au moins cette solution à un problème, on dit qu'il faut se baser sur la fonction. Et si par exemple, moi, l'avantage de mon entreprise, c'est d'avoir un certain type de process très particulier et d'être expert là-dedans et de faire ma plus-value là-dedans, de faire ma valeur ajoutée là-dedans. Est-ce que quand j'applique une démarche, comment je peux repasser à la fonction alors que mon point fort, c'est mon process? Parce que vous vendez un process. Ça s'appelle de l'ouverture d'esprit, Brice. C'est-à-dire que c'est la différence entre... Je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, je ne dis pas qu'on va changer le truc, mais ce qui fait un véritable expert, c'est qu'il connaît... c'est très frappant quand on voit les types de Toyota. Ils connaissent les différentes solutions, même celles qu'ils n'utilisent pas. Qu'ils ont abandonné, ils ont choisi de ne pas le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment une grande partie de l'expertise qu'on est en train de perdre avec notre spécialisation, c'est cette dimension ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, c'est de comprendre comment d'autres solutions que la nôtre fonctionnent. Parce que le problème de ce que tu dis, c'est une des grandes sources des échecs à la française. C'est comme ça qu'on arrive avec le Minitel, où il n'y aura jamais une Minitel 2. Enfin, si, il y a eu un Minitel 2, mais bon, il n'y en a pas 3. Le Concorde, il n'y a jamais un Concorde 2. Le TGV, où il n'y aura jamais un TGV 2. C'est-à-dire que souvent, la force sur un procédé te limite énormément dans l'audience qu'a ce procédé. Donc souvent, tu te retrouves dans des marchés captifs, et dès qu'il y a quelque chose qui bouge, brutalement, tu ne sais plus quoi faire. Donc, par exemple, on a, dans le Lean, on a le cas très clair de l'hybride.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller vers le tout électrique? Toyota n'aime pas ça. Est-ce qu'il faut mettre de l'hybride partout? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont la gamme de voitures la plus hybride au monde parce qu'ils en mettent partout. Est-ce qu'il faut faire autre chose? Ben, c'est intéressant, ils savent le faire. Ils savent faire des voitures tout électriques. Alors, c'est intéressant de voir, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas ça? Parce que quand on leur parle en termes de produits, ils disent, bah, c'est simple, tu peux partir dans n'importe quelle marque de voiture, tu es sûr de revenir avec une Toyota. Donc, l'idée fondamentale de l'hybride, c'est que si tu tombes en panne d'électricité, tu as toujours le moteur. C'est plus facile de s'approvisionner en essence que l'autre. Mais ça ne les empêche pas de faire des voitures tout électriques, de faire des voitures à l'hydrogène. Et alors, moi, par exemple, je pensais qu'ils avaient abandonné la solution biofuel parce qu'elle a disparu des schémas qu'ils présentent de cette baisse concurrent engineering pour découvrir qu'ils sont en train de réessayer d'autres types de biofuel à un endroit donné. Donc, tu vois le truc, c'est pas parce que tu fais 95% de ton business sur ta solution que tu n'es pas en train de tester toutes les solutions ailleurs, même si tu ne vas pas t'en servir. Un peu du set-based engineering, mais appliqué au process, en fait. Oui, bah bien sûr, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Je réagis à une question, le lien entre réparer les machines et respect for people. Je vais juste remettre le TPS en ligne. Je pense que vous êtes tous familiers avec le TPS. On cherche la satisfaction client parce que c'est eux qui nous font vivre. Le juste à temps, le JDOKA, on en a parlé aujourd'hui avec le takt time et l'andon, etc. Mais tout repose sur un socle qui est la confiance. Si vous n'avez pas, au départ, vous ne ferez jamais de Kaizen dans une boîte où la confiance n'a pas été établie. Et la confiance, elle commence déjà par fournir aux opérateurs des environnements de travail qui soient ergonomiques et dont les machines marchent. Moi, je me souviens chez Thales avoir vu une routine, une revue d'équipe. On n'était pas en train de revoir que la performance, de combien on avait produit. On regardait aussi quel outil n'avait pas marché ce jour-là et qu'est-ce qu'on allait faire pour éviter que ça se reproduise. C'est vraiment la base du respect. Il faut revenir au TWI. Dans le TWI, à l'époque, le travail, ils te disent, le travail, si tu regardes un artisan, il y a 3 phases de travail. Il y a la préparation du poste de travail, il y a le travail lui-même, et il y a après, je ne sais pas comment on dirait, le nettoyage, enfin, je veux dire, la remise en condition du poste, enfin, la finition. C'est-à-dire que le travail, ce n'est pas que le travail. Donc, si on regarde la base du TPS, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, de quoi est-ce que l'opérateur a besoin pour travailler? Donc, le 5S, c'est sur la préparation. Le problem solving, c'est l'outil principal de formation pour donner aux gens les compétences. Et la TPM, c'est il n'y a rien de plus chiant que les outils qui ne marchent pas. Ouais. Donc il faut donner à l'opérateur la confiance qu'une fois qu'il se met dans la cellule, il va pouvoir sortir le travail qu'on lui demande de faire, que ce soit de l'informatique ou de faire des pièces ou faire des... Moi, j'écris des livres, c'est la même chose, en confiance. Et donc, pour ça, TPM, pour ça, la TPM était une partie très, très importante. Donc, ce que tu vois là, en fait, rejoint les 4 M de manpower, machine, matériel, méthode. Le matériel, c'est beaucoup sur le juste à temps de la première chose. Mais ce que tu vois, c'est vraiment ce socle de confiance qui est du respect des gens. C'est de leur donner les moyens d'atteindre leurs objectifs sans jamais forcer ou avoir de difficultés. Alors, il y a un commentaire autour de la ligne en carton, le moyen de pouvoir faire des haches en bronze plutôt qu'en pierre polie. Le carton, c'est surtout pour vraiment... la ligne en carton, oui, vas-y. Les modules en carton, c'est 2 choses. C'est l'ergonomie du poste, d'une part, et puis l'approvisionnement, on l'a dit, comment est-ce qu'on va approvisionner efficacement les conteneurs? Oui, ce qu'on va découvrir quand on va faire la ligne en carton, d'abord, on va découvrir on va essayer de faire passer la pièce fluidement dans une cellule et on va découvrir qu'on a mis les sécurités partout au même endroit. C'est idiot, mais si tu mets des barrières lumineuses comme ça au lieu de les mettre comme ça, eh ben, l'opérateur est obligé de rentrer dans la machine, sortir de la machine, re-rentrer dans la machine le coup suivant. Et en plus, au passage, il porte.
Donc, ça va être des choses comme ça qu'on va découvrir. Le deuxième truc qu'on va découvrir, c'est qu'on a mis des postes de contrôle à des endroits où ils n'ont pas besoin d'aide parce qu'ils créent de la distance qui va nous obliger de faire des passe-plats, enfin de faire des systèmes de support entre les machines. Donc, il faut trouver des solutions. Et la troisième chose, c'est où est-ce qu'on met les appros de pièces? Où est-ce qu'on met les entrées-sorties de bac? Comme disait Catherine, je suis entièrement d'accord. Il faut aller les chercher, les composants. Il faut aller les chercher, les composants, etc. Et donc, en fait, c'est vraiment la ligne au carton regarde des problèmes très spécifiques de logistique. Et on en revient au cœur du Lean. Au cœur du Lean, c'est de ne pas traiter les solutions techniques et logistiques séparément. C'est-à-dire que c'est tout ce qui nous arrive en politique de santé depuis qu'on a ce Covid et qu'on voit les États faire des trucs hallucinants. Il y a des stratégies de santé et après on regarde la logistique pour le faire. Il faut voir l'importance du truc. Notre incapacité à faire du test et de l'isolement en logistique nous a interdit, on a fermé la porte sur la solution asiatique qui fait qu'ils ne sont pas confinés. Il faut voir l'envergure des conséquences. Donc moi, ce qui me frappe avec ce manufacturing engineering, c'est l'envergure des conséquences. Franchement, c'est au moins la moitié du plus 15 de Toyota et du moins 9 de Renault. Probablement. L'envergure des conséquences du fait qu'on ne maîtrise pas ce savoir-faire de manufacturing engineering. On sait qu'on voit très très tôt pendant la pandémie que la solution asiatique est une solution de tracer, de tester et d'isoler. Il ne faut pas penser que les Chinois s'isolent parce qu'on leur demande de s'isoler. Les Chinois, ils sont bien plus indisciplinés que nous, c'est la Chine. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis plein de gens pour expliquer aux gens, s'il vous plaît, si vous êtes malade, restez chez vous. Ils ont mis du monde. Ils ont créé toute une logistique autour de ça. À partir du moment où nous, on ne l'a jamais vu le truc, on a buté dessus une fois qu'on a vaguement essayé de le faire et qu'on s'interdit de le faire puisqu'on ne sait pas comment monter la logistique, on s'interdit la solution tout entière. Et on finit par savoir si on va être confiné le week-end. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Mais il faut voir, moi ce qui me frappe, c'est comme le SMED, toutes les transformations de lignes qu'a fait Heartburn sont fondées sur du SMED. Il y a du boulot à un moment donné, il faut faire du SMED. Donc, ce qui est très très étonnant, c'est cette connaissance, cette compréhension non seulement du manufacturing, il faut savoir le faire, mais il faut en voir les impacts. Et c'est vraiment l'Archimède, c'est vraiment le point de levier, le levier. C'est-à-dire que le manufacturing engineering, c'est un point de levier de performance dont les impacts sont complètement disproportionnés par rapport à l'effort d'ingénierie qui est dedans. Mais on a du mal à expliquer que personne ne voit. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant. Ouais. Et c'est passionnant parce que quand on commence à... Oui, tout le monde se moque de moi parce que je parle aux pièces et je parle aux machines. Mais je vous assure, quand on est sur le terrain et qu'on commence à regarder les machines comme quelque chose d'organique, de comprendre que les machines ont une vie, elles ont des âges. D'ailleurs, tu te souviens, il y avait au Japon une usine qui mettait l'âge de la machine en gros dessus. La seule information qu'il y avait, c'était c'était la date de mise en installation. Donc, parce qu'on ne parle pas à un jeune con comme un vieux con, les machines, c'est pareil. Et donc, quand on commence à regarder les machines comme des êtres vivants, on change de relation avec le problème et on change de relation avec les gens qui sont dessus. On change et les relations entre les personnes et les machines. Et moi, je trouve ça passionnant. C'est très, très intéressant. C'est de l'ingénierie vraiment marrante et qui fait ressortir l'astuce individuelle et qui recolle les ingénieurs avec les opérateurs. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'on a dépassé un peu l'heure. J'avais juste une petite remarque, moi, à faire. Oui. Sur un... Vous m'entendez? Oui. Sur en fait, cette notion de standard que vous avez évoquée tout à l'heure, en fait, j'ai assisté hier dans une usine textile à un changement d'outil sur la machine. Et en fait, je me suis aperçu que le standard n'étant pas maîtrisé, il ne permet pas en fait de se rendre compte à quel point la machine est compliquée. Et du coup, alors c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et le fait du coup de ne jamais challenger ce standard, en fait, on ne se rend pas compte que la machine est très très compliquée à utiliser. Et donc l'opérateur est mis dans une situation en fait d'inconfort total et donc il peut absolument pas réussir à fournir un travail de qualité.
Oui, tout à fait. Oui. Je me souviens, j'étais chez un fournisseur de Toyota et il y avait une machine sur laquelle on n'arrivait pas à tenir la production. Et il y a un type qui arrive du Japon, il ne parle pas anglais, il parle japonais, enfin c'est très compliqué. Et puis qui se met devant la machine et puis qui note des trucs. Et il passe une première journée devant la machine. Alors au début, tout le monde trouve ça curieux. Une deuxième journée, bon, bah, on va voir ce qu'il fait, mais on l'oublie. Et au bout de la troisième journée, on se souvient qu'il est là, il va faire un rapport. Et alors là, c'était au siècle dernier, c'était encore à l'époque où il y avait des transparents, etc. Mais et alors là, le gars, il explique avec des crowbars tout ce qu'on fait mal quand on change d'outil. Là, on tape ça, là, on machin, là, etc. Donc, tout ce qu'on fait mal. Ce qui explique qu'on ne sait rien sortir et ce qui explique qu'en fait, on dérègle la machine à chaque fois qu'on change la machine parce qu'elle est tellement compliquée et sensible sur des trucs qu'on ne connaît pas. Donc, absolument, Charles, c'est au moment du changement d'outil qu'on voit tout. Je vais même aller plus loin parce que l'observation que j'ai faite sur cette machine, c'était une machine qui est à l'arrêt depuis 2 semaines, donc on ne livre pas le client. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a une bague d'un certain diamètre qu'on n'a évidemment pas en stock et qui a cassé. Et donc, quand vous observez en fait le changement d'outil, vous observez que l'opérateur utilise un tournevis pour faire levier. Et donc, il vient en fait déformer la fameuse bague en question qui en fait c'est exactement ça. saute. Voilà, et donc on est exactement dans... C'est exactement ça. Et donc, c'est là que je reviens du métier, parce que là, tu l'as vu, mais souvent, ce n'est pas évident à voir si on n'a pas de métier, si on ne sait pas où on regarde, si on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, c'est vraiment un métier. Mais l'impact sur la productivité est considérable. Alors, quand je vois comment on fait suer les gens pour gagner ceci, cela, pour les faire bosser, etc. Et après, pour revenir à la remarque de Julie, le manque de respect que c'est de leur donner des machines qui ne sont pas faciles à utiliser, moi, ça me sidère toujours. On est bien d'accord. On va peut-être s'arrêter là. On vous remercie de vos échanges et de vos questions et de vos commentaires. Le webinaire a été enregistré, il sera mis à disposition très rapidement sur le site ILF. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. Le prochain a lieu le 7 avril et il portera sur une fonction très intéressante aussi, les achats. On va encore se faire des copains. Je pense qu'on va se faire des copains sur les achats. Prévenez les acheteurs, faites-les venir. Non, soyez sympas. Ne les faites pas venir. Ne faites pas venir les acheteurs. Faites venir les fournisseurs. Oui, c'est ça, venez avec les fournisseurs. Ce sera plus sympa, oui. Très bien. Merci super. Catherine. Merci à tous. Bonne soirée à bientôt. À tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.